Les joues de Jasmine Williams piquaient alors que la main de l'hôtesse de l'air laissait une empreinte brûlante sur son visage. Toute la cabine de première classe se tut, les passagers étant bouche bée sous le choc. À un moment donné, Jasmine avait demandé un oreiller pour soulager son dos douloureux, étant enceinte de 7 mois de jumeaux. La violence allait bientôt s'intensifier. L'hôtesse de l'air, Victoria Keller, se tenait au-dessus d'elle, ses yeux bleus flamboyants d'un mépris non dissimulé. « Vous ne connaissez jamais votre place », siffla-t-elle. Les doigts tremblants de Jasmine trouvèrent son téléphone. Un seul appel pourrait tout changer. L'avion n'avait même pas quitté la porte d'embarquement. Avant de commencer cette histoire choquante de discrimination à 30 000 pieds, dites-nous où vous regardez dans les commentaires. Si vous croyez qu'il faut lutter contre l'injustice ou qu'elle se produise, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour rester informé de nouvelles histoires de courage face aux préjugés. Qu'auriez-vous fait si vous aviez été témoin de cette scène pendant votre vol? Le docteur Jasmine Williams avait planifié ce voyage depuis des mois. En tant que l'une des rares neurochirurgiennes noires du pays, ses recherches révolutionnaires sur la neuroplasticité et la grossesse allaient changer la façon dont les médecins abordaient les soins prénatals. La conférence médicale de Boston représentait l'aboutissement de 3 années de travail acharné, conciliant sa pratique chirurgicale avec la recherche tout en gérant sa grossesse avec des jumeaux. « Prenez la première classe », avait insisté son mari Marcus, en réservant lui-même les billets. « Vous méritez le confort, surtout avec nos petits. » Son sourire chaleureux et sa main douce sur son ventre naissant l'avaient convaincue d'accepter le luxe qu'elle évitait habituellement. Jasmine s'installa dans son siège spacieux, soulagée d'avoir plus de place pour son corps de femme enceinte de 7 mois. Elle avait soigneusement rangé son matériel de présentation dans son bagage à main, répétant mentalement les points clés pendant que les autres passagers embarquaient. Dès que Victoria Keller apparut dans l'embrasure de la porte de la cabine, quelque chose changea. Le sourire de l'hôtesse blonde s'effaça lorsque leurs regards se croisèrent, son attitude professionnelle se refroidissant instantanément. Tout au long des préparatifs avant le décollage, Victoria servit les passagers blancs avec une efficacité chaleureuse, offrant du champagne, suspendant leurs vestes, leur fournissant des écouteurs. Lorsqu'elle atteignit Jasmine, ses gestes devinrent mécaniques, son regard ne croisant jamais celui de Jasmine. « Excusez-moi », dit poliment Jasmine lorsque Victoria passa devant son siège pour la 3e fois sans répondre à sa demande d'eau. « Pourrais-je avoir de l'eau pour mes médicaments, s'il vous plaît ?» Les lèvres de Victoria se resserrèrent. « Je viendrai vous voir quand je pourrai. » 20 minutes plus tard, Jasmine attendait toujours, tandis que Victoria discutait amicalement avec un couple blanc âgé de l'autre côté de l'allée. Lorsqu'elle s'approcha enfin avec de l'eau, la main de Victoria glissa, envoyant un liquide glacé en cascade sur les notes de présentation soigneusement préparées de Jasmine. « Je suis vraiment désolée, » dit Victoria, sans paraître désolée du tout, tandis que Jasmine tamponnait frénétiquement ses documents trempés. « Vous devriez les garder dans un endroit plus sûr. » Alors que les préparatifs de décollage se poursuivaient, le bas du dos de Jasmine commença à lui faire très mal. Un inconfort courant lors des grossesses gémellaires dont son médecin lui avait parlé. La conférence médicale était trop importante pour être manquée, mais rester assise pendant des heures sans soutien serait une torture. « Excusez-moi », appela-t-elle doucement, alors que Victoria passait. « Pourrais-je avoir un oreiller pour mon dos? Je suis enceinte de 7 mois de jumeaux, et tout le monde a des besoins particuliers. » Victoria s'exclama, la coupant, « Vous voulez toujours un traitement spécial. » La cabine se tut. Un homme d'affaires blanc assis 3 rangées plus loin reçut 2 oreillers sans même demander. « Je demande juste un traitement standard », expliqua calmement Jasmine. « Mon état de santé. » La gifle arriva de nulle part. La main de Victoria heurta la joue de Jasmine avec une telle force que sa tête se balança sur le côté. Le bruit résonna dans la cabine stupéfaite. « Vous ne savez jamais où est votre place », siffla Victoria, assez fort pour que les passagers à proximité l'entendent. Les smartphones sortirent lorsque les passagers commencèrent à enregistrer. Certains crièrent en signe de protestation, tandis que d'autres inexplicablement défendirent Victoria, affirmant qu'ils n'avaient pas vu toute l'histoire. La main de Jasmine tremblait lorsqu'elle sortit son téléphone. Avec un sang-froid remarquable, elle appela son amie de faculté de droit,
Rebecca Carter, aujourd'hui conseillère juridique principale au ministère des Transports. Becky, c'est Jasmine. Je viens d'être agressée physiquement par un agent de bord sur le vol 1382 d'United Airways à O'Hare. Oui, giflé au visage. Je suis enceinte de 7 mois. L'avion est toujours à la porte d'embarquement. En quelques minutes, la voix du capitaine grésilla dans l'interphone. Mesdames et messieurs, nous avons reçu l'ordre de rester à la porte d'embarquement en attendant les résultats d'une enquête sur un incident à bord. Veuillez rester assis. Le visage de Victoria se vida de toutes couleurs lorsqu'elle réalisa ce qui se passait. Cette passagère difficile avait des relations, mais plutôt que de reculer, son regard se durcit avec détermination. Elle ne serait pas humiliée par quelqu'un comme Jasmine. Mesdames et messieurs, nous vous prions de nous excuser pour le retard, annonça le commandant de bord, tandis que la tension montait dans la cabine de première classe. Nous réglons un problème et vous remercions de votre patience. Victoria se blottit contre 2 autres hôtesses de l'air, faisant un geste animé vers Jasmine, dont les joues brûlaient encore de la gifle. Des murmures se répandirent dans la cabine, les passagers changeant de camp avant même de connaître les faits. Elle m'a agressée, déclara Victoria d'une voix forte lorsque l'hôtesse de l'air en chef l'interrogea. Elle m'a attrapé le poignet quand je lui ai dit que nous n'avions plus d'oreiller. J'ai réagi instinctivement pour me protéger. Jasmine resta bouche bée devant ce mensonge flagrant. C'est absolument faux. Plusieurs passagers ont filmé la scène. Plusieurs passagers blancs à l'avant acquiescèrent d'un signe de tête. La femme enceinte était agressive, affirma une femme portant des lunettes de soleil de marque. Un jeune homme noir de l'autre côté de l'allée, son téléphone continuant d'enregistrer, intervint. Comment était-elle agressive, au juste? 2 représentantes de la compagnie aérienne montèrent à bord, le visage sombre. Elles prirent Victoria à part, mais continuèrent à regarder Jasmine comme si elle était le problème. Lorsqu'elles se rapprochèrent, leur solution devint claire. Dr Williams, il serait peut-être préférable que vous preniez un autre vol, suggéra doucement le représentant le plus grand. Nous pourrions vous reprogrammer pour le départ de demain. Je fais une présentation à la conférence médicale nationale demain, répondit Jasmine d'un ton égal. Et je ne quitterai pas cet avion alors que j'ai été agressée. Je n'ai enfreint aucun règlement. La situation met les autres passagers mal à l'aise, insista le représentant. L'agression raciste m'a aussi mise mal à l'aise, rétorqua Jasmine. Les policiers montèrent ensuite à bord, leurs expressions exprimant leur agacement d'être appelés pour ce qu'ils considéraient clairement comme insignifiant. Ils jetèrent à peine un coup d'œil à la marque sur le visage de Jasmine. « Madame, ne laissons pas la situation empirer », déclara un officier avec condescendance. « Prendre l'avion est stressant pour tout le monde. »« Officier, j'ai plusieurs témoins et des preuves vidéo de l'agression », insista Jasmine, conservant son attitude professionnelle malgré une frustration croissante. Un homme distingué aux cheveux argentés, vêtu d'un costume impeccable, marchait dans l'allée. Harold Whitman, directeur du service client. Sa présence aurait dû signaler que la situation était prise au sérieux. Au lieu de cela, il se dirigea directement vers Victoria, lui tapotant l'épaule pour la réconfort. Son téléphone a sonné et un SMS provenant d'un numéro inconnu a retenti. Dr Williams, j'ai travaillé avec Victoria Keller. Ce qui vous est arrivé n'était pas un cas isolé. S'il vous plaît, appelez-moi. D'autres ont peur de s'exprimer. 3 jours après son retour de Boston, Jasmine s'est rendue dans le bureau de son obstétricien pour un rendez-vous de surveillance du stress. Sa tension artérielle avait dangereusement augmenté depuis l'incident. Vous devez réduire votre stress immédiatement, a averti le docteur Chen en examinant ses chiffres. Ces résultats ne sont pas compatibles avec une grossesse gémellaire en bonne santé. Je recommande une réduction des heures de travail et du repos au lit si la situation ne s'améliore pas en une semaine. Jasmine hocha la tête, même si son esprit était rempli de complications. La conférence médicale n'était que le début. À son retour, elle a trouvé l'administrateur de son hôpital qui lui a suggéré de prendre un congé de maternité anticipé jusqu'à ce que les choses s'améliorent. Ses collègues marchaient sur des œufs en sa présence. Sa vie professionnelle soigneusement construite s'effondrait parce qu'elle avait demandé un oreiller. Son téléphone a vibré.
Rebecca du ministère des Transports. Jasmine, j'ai étudié en détail la manière dont United a traité votre plainte, expliqua Rebecca. Il se passe quelque chose d'étrange. L'enquête interne est réorientée à chaque tournant. Les protocoles normaux ne sont pas suivis. Qu'est-ce que cela signifie ? Demanda Jasmine. Cela signifie que quelqu'un d'influent interfère, répondit Rebecca. Je n'ai pas pu comprendre pourquoi jusqu'à ce que je vérifie les dossiers du personnel. Victoria Keller est la nièce de Richard Sterling. Qui est Richard Sterling ? Seulement le directeur de l'exploitation d'United Airlines, dit Rebecca d'un ton sombre. La mère de Victoria est sa sœur. Les pièces se sont mises en place. Pourquoi la réponse des compagnies aériennes a-t-elle été si discrète ? Pourquoi Victoria est-elle restée rebelle ? Pourquoi l'enquête semblait-elle vouée à l'échec ? Lorsque Jasmine est arrivée à la maison, un colis de nuit l'attendait. Document de règlement formel offrant $50 000 avec un accord de non-divulgation complet. Les termes étaient explicites. Elle ne discuterait jamais publiquement de l'incident, supprimerait tous les messages sur les réseaux sociaux et ferait une déclaration selon laquelle l'affaire avait été résolue mutuellement à la satisfaction de toutes les parties. Marcus examina les documents avec une colère croissante. Ils essaient d'acheter votre silence et pensent que votre grossesse vous rend vulnérable, a ajouté leur ami Carlos, un avocat des droits civiques qui était venu vous offrir son soutien. Ils espèrent que vous donnerez la priorité à la paix avant l'arrivée des bébés. Le téléphone de Jasmine sonnait constamment. Des journalistes en quête de commentaires, des inconnus qui lui offrent leur soutien ou lui adressent des propos vitrioliques, et de plus en plus de collègues médecins qui trouvent des excuses pour prendre leur distance. Je ne peux pas vous demander de m'aider à opérer Peterson, expliqua maladroitement le chef de son service. La famille a spécifiquement demandé que vous ne soyez pas impliqué. Ils ne veulent pas que la controverse affecte les soins de leur enfant. L'isolement professionnel est plus douloureux que les attaques en ligne. Les médecins qui avaient auparavant fait appel à son expertise évitaient désormais tout contact visuel dans les couloirs des hôpitaux. Les invitations à des conférences ont mystérieusement disparu. Le message était clair. Lutter contre le racisme a fait d'elle un handicap. Le stress s'est manifesté physiquement. La nuit, Jasmine ressentait des contractions de Braxton X de plus en plus fréquentes. Ses chevilles ont considérablement gonflé. Le sommeil est devenu un lointain souvenir. Puis vint une percée inattendue. L'expéditeur anonyme, Tara Johnston, une hôtesse de l'air qui travaillait avec Victoria depuis 5 ans, a finalement accepté de la rencontrer dans un café tranquille de la banlieue. Victoria a un surnom parmi les membres d'équipage issus des minorités, expliqua Tara en regardant nerveusement par-dessus son épaule. La classificatrice, elle, classe les passagers par race, puis décide de leur niveau de service en conséquence. Quelqu'un a-t-il signalé cela ? Demanda Jasmine. À plusieurs reprises, Tara hocha la tête. Au moins 7 plaintes officielles de passagers noirs, latinos et du Moyen-Orient au cours des 3 dernières années. Tout s'est mystérieusement résolu sans aucune mesure disciplinaire. Comment est-ce possible ? Demanda Jasmine. Et maintenant je la connais. Oncle, mais il y a plus. Tara continua. United dispose d'un système d'examen interne qui classe les plaintes des passagers en fonction de leur impact potentiel sur les relations publiques. Ils évaluent les plaignants en fonction de leur nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, de leur profession et de leurs relations, essentiellement à quel point ils peuvent causer des problèmes à la compagnie aérienne. C'est explicitement discriminatoire, répondit Jasmine. Jasmine a réalisé qu'il rejetait systématiquement les plaintes des personnes ayant moins de pouvoir social. Exactement. Et votre cas a déclenché leur niveau d'alerte le plus élevé parce que vous êtes un médecin ayant des liens avec le DOT. Sinon, celui-ci aurait été enterré comme tous les autres. Tara a fourni la documentation, les dossiers de plainte expurgés, les chaînes de courrier électronique et la matrice de notation utilisée pour évaluer les niveaux de menaces de plainte. Les preuves dressent un tableau accablant de discrimination systémique. Ce soir-là, alors que Jasmine et Marcus examinaient les documents, le téléphone sonna. Richard Sterling lui-même, sa voix douce, pleine d'une inquiétude éprouvée. « Dr Williams, je voulais vous contacter personnellement au sujet de ce malheureux incident.
Nous vous apprécions en tant que passager et professionnel de la santé. Quel timing intéressant, monsieur Sterling, répondit froidement Jasmine. Je viens de consulter quelques documents troublants concernant les procédures de traitement des plaintes de vos compagnies aériennes. Une pause. Je ne sais pas à quoi vous faites référence, mais je suggère que nous résolvions cette question en privé. L'offre de règlement est assez généreuse. Ce n'est pas une question d'argent, monsieur Sterling. C'est une question de responsabilité, son ton s'est durci. Dr Williams, ces questions peuvent devenir inutilement compliquées. Votre pratique médicale, votre grossesse, pourquoi inviter du stress supplémentaire dans votre vie? Parfois, il vaut mieux avancer. La menace implicite planait dans l'air. Je dois réfléchir à ce qui est le mieux pour ma famille, répondit prudemment Jasmine. C'est une sage décision, répondit Sterling, son soulagement étant palpable. Demandez à votre avocat de contacter notre service juridique demain. Jasmine raccrocha et se tourna vers Marcus. Il pense que je recule. Marcus lui serra la main. Et tu? Jasmine plaça sa paume contre son ventre où l'un des jumeaux donna un coup de pied vigoureux. Nos enfants naîtront dans un monde qui les jugera sur la couleur de leur peau. Quelle leçon puis-je leur donner si j'accepte de l'argent pour garder le silence sur la discrimination? Cette nuit-là, Jasmine a officiellement refusé l'offre de règlement et a déposé une plainte élargie pour discrimination auprès du ministère des Transports, de la Fédérale Aviation Administration et de la Commission pour l'égalité des chances en matière d'emploi. Le lendemain matin, son hôpital a reçu un appel anonyme remettant en question ses qualifications médicales. Dans l'après-midi, 3 autres de ces opérations programmées avaient été annulées à la demande des patients. La bataille ne faisait que commencer. La lettre certifiée est arrivée un mardi matin pluvieux. Réponse officielle de United Airlines à la plainte élargie de Jasmine. Le document préparé par le prestigieux cabinet d'avocats Hawthorne & Reed a systématiquement rejeté chaque allégation. Victoria a été décrite comme une employée précieuse avec un dossier impeccable de 15 ans. L'incident a été qualifié de malentendu entre les parties, exacerbé par l'état émotionnel accru de la plaignante en raison de sa grossesse. Jasmine bouillonnait de rage et passa la lettre à Carlos, qui avait accepté de la représenter. Ils utilisent ma grossesse pour me discréditer. Carlos parcourut le document, son expression s'assombrissant. Ce n'est que le début. Hawthorne & Reed ne traite pas les plaintes simples des clients. L'option nucléaire de United pour un litige à enjeux élevés. La stratégie de la compagnie aérienne s'est déroulée avec une efficacité impitoyable. Leur équipe juridique a déposé des requêtes exigeant tous les dossiers médicaux de Jasmine, affirmant que son état mental et émotionnel était au cœur de l'affaire. Ils lui ont demandé son historique professionnel complet, ses évaluations professionnelles et même son dossier médical. Une expédition de pêche invasive conçue pour trouver la moindre imperfection dans son passé. Ils cherchent n'importe quoi pour vous discréditer, a expliqué Carlos Lore. Ils ne peuvent pas vous licencier pour avoir signalé une discrimination. C'est pire, expliqua Tara. Ils prétendent que j'ai accédé à des dossiers confidentiels sans autorisation. Ils parlent même de porter plainte pour espionnage industriel. Mon appartement a été cambriolé la nuit dernière. Mon ordinateur portable et mes disques de sauvegarde ont disparu. Rien d'autre n'a été pris. Le message était clair, quiconque aiderait Jasmine serait confronté à la destruction. Ce soir-là, un autre ancien employé, qui avait accepté de témoigner, s'est retiré, invoquant des raisons personnelles. Un deuxième a complètement cessé de répondre aux appels. Il nous élimine un par un, observa Carlos d'un air sombre. Tactique d'intimidation classique. Jasmine, d'un ton ferme, ajouta, nous devons protéger Tara. Elle reste avec nous jusqu'à ce que l'affaire soit résolue. Nous sommes déjà des cibles. Marcus, inquiet, répliqua, l'amener ici expose tout le monde à un risque accru. Jasmine, cependant, ne l'entendait pas de cette manière. On ne peut pas lutter contre la discrimination systématique en s'abandonnant les uns les autres. C'est exactement comme ça qu'ils gagnent. Le lendemain, Tara emménagea dans leur chambre d'amis, sautant sur les ombres et vérifiant les serrures à plusieurs reprises.
Sa peur se confirma lorsque la caméra de sécurité de Jasmine captura des images de quelqu'un photographiant sa maison à 3 heures du matin. Les enjeux montèrent d'un cran lorsque CNN diffusa un segment d'enquête sur la discrimination dans l'industrie aérienne, mettant en lumière le cas de Jasmine. Le producteur a vérifié de manière indépendante plusieurs des affirmations de Tara. D'autres passagers ont raconté des expériences similaires, non seulement avec Victoria, mais dans tout le réseau de services d'United. L'opinion publique commença à changer à mesure que le modèle plus large de discrimination émergeait. Le cours de l'action United chuta de 3% après la diffusion. Les investisseurs activistes exigèrent des réponses lors de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels. Pour la première fois, Richard Sterling se montra sur la défensive lorsqu'il fut interrogé sur des allégations de discrimination. La réponse de l'entreprise devint plus agressive. L'équipe de relations publiques de United publia une déclaration mettant en doute le calendrier et la motivation derrière la campagne médiatique. Ils soulignèrent les années de service exemplaires de Victoria et suggérèrent qu'elle était le bouc émissaire de groupes d'intérêt particuliers. Puis vint la contre-attaque, une action civile pour diffamation, ingérence malveillante dans les relations commerciales et complot. Les dommages réclamés s'élevaient à 20 millions de dollars. Ils essaient de nous réduire au silence et de nous ruiner, expliqua Carlos en examinant la plainte. Même gagner coûterait des centaines de milliers de dollars en frais juridiques. Marcus demanda, parviendront-ils ? Carlos répondit, il s'agit d'un procès stratégique contre la participation du public. Un procès de gifles, conçu pour intimider et drainer les ressources. Ils ne s'attendent pas à gagner, mais espèrent nous épuiser. Cette nuit-là, alors que Jasmine essayait de dormir, l'un des jumeaux donna un coup de pied particulièrement fort, comme pour protester contre l'injustice. Elle plaça sa main sur le mouvement, faisant une promesse silencieuse à ses enfants à naître. Le monde dans lequel il entrerait ne serait pas un monde où elle aurait renoncé à lutter contre la discrimination, quel qu'en soit le prix. La salle de conférence du cabinet d'avocats de Carlos était devenue un quartier général d'enquête. Des tableaux blancs recouverts de notes chronologiques bordaient les murs. Des piles de dépositions et de classeurs de preuves recouvraient la table. Jasmine, aujourd'hui enceinte de 8 mois et surveillant sa tension artérielle toutes les heures, examinait le témoignage du responsable de la conformité de l'entreprise United. Écoutez ça, appela T.L. Carlos, qui se préparait pour l'audience de demain. Interrogé sur les procédures de plainte pour discrimination, Sterling avait déclaré « Chaque plainte reçoit la même attention, quelle que soit l'origine du passager, mais les feuilles de calcul de Tara prouvaient que les plaintes avaient été explicitement classées en fonction des caractéristiques démographiques des passagers. Un parjure, nota Carlos, ajoutant cela à leur liste croissante de violations. Plus on creuse, pire c'est. 3 révélations clés émergèrent de leur enquête. Premièrement, Victoria Keller avait un historique documenté de cet incident antérieur impliquant des passagers issus de minorités, tous dissimulés sous des malentendus vagues liés au service client. Deuxièmement, la compagnie aérienne maintenait un système secret d'évaluation des risques qui classait les plaintes en fonction de la capacité du plaignant à générer une publicité négative ou des poursuites judiciaires. Enfin, troisièmement, les montants des règlements pour des plaintes similaires variaient considérablement en fonction de l'origine ethnique des passagers, les passagers blancs recevant une indemnisation nettement plus élevée. Ce n'est pas seulement Victoria, expliqua Tara en pointant du doigt les chaînes de courrier électronique. C'est systématique. Harold Whitman et Richard Sterling enterrent les plaintes pour discrimination depuis des années. Les preuves dressaient le portrait d'une culture d'entreprise où la discrimination n'était pas seulement tolérée, mais activement sanctionnée par la non-application des politiques. Dans des courriels privés, Harold avait fait référence aux plaintes pour discrimination comme étant la carte raciale jouée, et avait conseillé aux responsables de minimiser l'exposition en les résolvant discrètement. À mesure que leurs arguments se renforçaient, les tactiques de l'opposition se faisaient de plus en plus agressives. Les privilèges hospitaliers de Jasmine furent soudainement remis en question après une plainte anonyme. Les entretiens d'embauche de Marcus échouèrent mystérieusement après s'être déroulés de manière prometteuse. Leur assurance maladie les informa d'un processus de vérification qui suspendait temporairement leur couverture juste au moment où Jasmine approchait de sa date d'accouchement. Ils attaquent tous les aspects de nos vies, observa Marcus, alors qu'il triait le dernier déluge de lettres et d'avis,
rendant impossible tout fonctionnement normal. Carlos avait obtenu le soutien bénévole d'un important cabinet d'avocats spécialisé dans les droits civiques, fournissant des ressources pour lutter contre l'assaut juridique de United. Mais le bilan personnel s'alourdissait de jour en jour. La tension artérielle de Jasmine restait dangereusement élevée. Son obstétricien l'avait placée en repos au lit modifié, lui interdisant tout travail et ne lui permettant que les mouvements essentiels. Les preuves sont si claires, déplora Jasmine lors d'une séance de stratégie à laquelle elle assista par appel vidéo depuis son lit. Comment peuvent-ils continuer à tout nier alors que nous avons des documents? Hila Freeman, l'avocate spécialisée dans les droits civiques qui avait rejoint leur équipe, expliqua, parce que les entreprises de cette taille opèrent dans une réalité différente. Ils n'ont pas besoin de gagner. Ils ont juste besoin de nous épuiser émotionnellement, financièrement et physiquement jusqu'à ce que nous abandonnions. Abandonner n'avait jamais fait partie de la nature de Jasmine. Malgré les complications de sa grossesse, elle participa à chaque décision stratégique, examina chaque document et se prépara avec diligence pour son témoignage lors de la prochaine audience du ministère des Transports. Puis la photo de l'échographie arriva par courrier. Pas d'adresse de retour, pas de note, juste une copie imprimée de l'échographie la plus récente de Jasmine avec un X rouge dessiné sur les images des jumeaux. Marcus contacta immédiatement la police, mais la réponse du détective fut décourageante. Malheureusement, bien que cela soit inquiétant, cela ne constitue pas une menace spécifique. Nous allons augmenter les patrouilles dans votre quartier, mais nous ne pouvons pas faire grand-chose d'autre sans preuve plus concrète. Cette nuit-là, Marcus installa des caméras de sécurité supplémentaires et un système d'alarme plus sophistiqué. Il commença à dormir à tour de rôle avec Tara pour s'assurer que quelqu'un était toujours éveillé et vigilant. Le sentiment de violation qu'éprouva Jasmine, d'avoir eu accès à ces informations médicales privées, la laissa se sentir vulnérable comme jamais auparavant. Nous devons envisager l'offre de règlement, suggéra doucement Marcus après une nuit particulièrement difficile où les contractions de Jasmine s'étaient intensifiées à cause du stress. Ce sont les jumeaux qui comptent le plus. Et quelles leçons leur donnons-nous en laissant cette injustice perdurer? Jasmine rétorqua, même si sa conviction vacillait alors qu'elle considérait les risques. Si nous nous installons, rien ne change. La prochaine femme noire enceinte qui embarquera sur un vol United pourrait être confrontée à la même discrimination. L'affaire était désormais bien plus qu'un simple procès. Grâce à leur enquête judiciaire, ils découvrirent ce les systèmes a-t-il déjà échoué? Et vous, quand avez-vous eu le plus besoin de justice? Commentez 1, si vous avez vécu ou été témoin d'une discrimination qui n'a pas été réprimée, ou 2, si vous avez vu la justice prévaloir contre une puissante opposition. Aimez et abonnez-vous pour suivre plus d'histoires de courage contre l'injustice systémique. Alors que Jasmine est désormais en travail prématuré et que le ministère de la Justice est impliqué, la justice sera-t-elle enfin rendue ou United trouvera-t-il de nouveaux moyens d'échapper à ses responsabilités? Alors que Jasmine se battait non seulement pour la justice, mais aussi pour la vie de son bébé, l'unité de soins intensifs néonatales bourdonnait des rythmes mécaniques des machines maintenant les fonctions vitales. Les filles jumelles de Jasmine, Olivia et Maya, étaient arrivées cette semaine plus tôt, chacune pesant un peu plus de 4 livres. Leurs petits corps reposaient dans des incubateurs reliés à des moniteurs surveillant chaque battement de cœur, chaque respiration et chaque niveau d'oxygène. Bien qu'elles fussent stables, elles devaient faire face aux défis habituels d'une naissance prématurée, poumons sous-développés, difficultés à réguler la température corporelle et complications alimentaires. Jasmine partageait son temps entre sa propre salle de réveil et l'unité de soins intensifs néonatales, transportée en fauteuil roulant par des infirmières qui contournaient les règles de visite pour la nouvelle mère. Sa prééclampsie s'était stabilisée après l'accouchement, mais ses médecins restaient préoccupés par d'éventuelles complications postpartum. Malgré son épuisement physique, l'esprit de Jasmine restait concentré sur l'affaire. Carlos venait quotidiennement, apportant des mises à jour et des documents à examiner. L'enquête du ministère de la Justice avait été officiellement lancée et les enquêteurs avaient interrogé d'anciens employés et passagers d'United qui avaient subi des discriminations similaires. Les preuves sont accablantes, a déclaré Carlos à voix basse dans la chambre d'hôpital. Le témoignage de Rebecca a ouvert les vannes. 5 autres employés ont témoigné des pratiques discriminatoires de la compagnie aérienne.
L'espoir a vacillé lorsque Rebecca ne s'est pas présentée à son entretien prévu avec le ministère de la Justice. Lorsque les enquêteurs ont visité son appartement, ils l'ont trouvé vide, son téléphone débranché. Elle avait complètement disparu. 2 jours plus tard, Jasmine a reçu un SMS d'un numéro inconnu. « Je suis désolée. Ils m'ont fait une offre que je ne pouvais pas refuser. Un nouveau poste à l'étranger. » Tous les enregistrements de l'incident ont été effacés. La carrière de pilote de mon frère était en jeu. S'il te plaît, pardonne-moi. La défection de Rebecca a porté un coup dévastateur. En tant que principal contact et lanceuse d'alerte, son témoignage avait été crucial pour établir le modèle d'ingérence de l'entreprise. Sans elle, une grande partie des témoignages n'étaient que des oui-dire. La télévision de l'hôpital jouait constamment en arrière-plan, où la campagne de gestion de crise de United se déroulait sans relâche. Victoria est apparue dans des émissions matinales, les larmes aux yeux, décrivant le sentiment d'être le bouc émissaire du politiquement correct. Les experts médicaux se sont demandé si les complications de la grossesse de Jasmine l'auraient amené à mal interpréter les interactions normales du service à travers le prisme d'une sensibilité émotionnelle accrue. Le plus dommageable a été la vidéo divulguée, des images soigneusement montées montrant seulement Jasmine gesticulant avec emphase tout en parlant à Victoria, la gifle elle-même manquant commodément. Les commentateurs conservateurs ont analysé son langage corporel, le qualifiant d'objectivement menaçant et d'inquiétant à juste titre pour l'hôtesse de l'air. Tara, leur dernière lanceuse d'alerte, a été confrontée à des attaques personnelles dévastatrices. Quelqu'un avait accédé à ses dossiers d'emploi, révélant une mesure disciplinaire vieille de 10 ans pour un vol manqué. Cet incident isolé a donné lieu à un récit de manque de fiabilité chronique et de crédibilité douteuse. Lorsque les procureurs ont refusé de porter plainte pour les documents qu'elle avait partagés, United a intenté une action civile demandant des millions de dollars de dommages et intérêts pour vol d'informations exclusives. L'attaque coordonnée s'est étendue au-delà des témoins principaux. Les professionnels de la santé qui avaient corroboré les complications de la grossesse de Jasmine se sont retrouvés soumis à des plaintes anonymes auprès de leur conseil d'administration. Le cabinet d'avocats de Carlos a perdu 2 clients importants sans explication. Même l'hôpital n'était pas à l'abri. L'administration a reçu des demandes de renseignements sur le traitement spécial de Jasmine dans l'unité de soins intensifs néonatales, suggérant que ses relations médicales avaient assuré des soins préférentiels à ses filles par rapport aux autres nourrissons prématurés. Ils essaient de nous isoler complètement, observa Marcus, la voix creuse d'épuisement. Cet entretien d'embauche ont mystérieusement échoué après avoir atteint les étapes finales. Leurs économies diminuaient rapidement et les factures médicales s'accumulaient malgré l'assurance. Jasmine tenait la petite Maya contre sa poitrine pour un contact peau à peau. Le rythme cardiaque fragile du nourrisson leur rappelait tout ce qui était en jeu. « Nous savions qu'il se battrait de manière déloyale, murmura-t-elle. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'il pourrait corrompre tout le système de cette façon. » La trahison finale est venue d'une source inattendue. 2 jours avant la date prévue de sortie de Jasmine, son téléphone a sonné. Son ami et le DOT ont contacté Stéphanie Kumar, qui avait initialement soutenu leur cas. « Jasmine, je dois te prévenir, » dit Stéphanie, la voix tendue. Le document de conclusion préliminaire du comité vient d'être diffusé en interne. Peterson a complètement réécrit les conclusions. « Que veux-tu dire ? » Les conclusions officielles indiquent qu'il n'y a pas suffisamment de preuves de discrimination systémique et qualifient l'incident de malentendu isolé entre les parties. Il recommande de ne prendre aucune autre mesure au-delà d'un rappel général aux compagnies aériennes concernant les normes de service à la clientèle. « C'est impossible », protesta Jasmine. Le ministère de la Justice enquête activement. Les preuves sont accablantes. Stéphanie termina d'un ton sombre. La disparition de Rebecca. Qu'ils invalident entièrement son témoignage. Le comité accepte le récit de Victoria comme étant crédible en raison de son casier judiciaire vierge et suggère que ta perception a peut-être été affectée par les hormones de grossesse. Le rejet désinvolte du racisme et de son expertise médicale d'un seul coup a laissé Jasmine sans voix. Il y a plus, continua Stéphanie à contre-cœur. Ton ancien collègue, le docteur Patel, a fourni une déclaration te décrivant comme combatif et prompt à percevoir la discrimination pendant ta résidence.
Il l'utilise pour établir un modèle de mauvaise interprétation des situations. Laurence Patel? Il m'a encadré. Il a écrit ma lettre de recommandation pour la bourse de neurochirurgie. La société mère d'United détient des parts importantes dans la société pharmaceutique qui finance ses recherches. Une subvention de 3 millions de dollars a été approuvée le lendemain de sa déclaration. La corruption systématique était époustouflante par son ampleur et son efficacité. Chaque système de soutien, chaque protection, chaque voie vers la justice avait été méthodiquement minée ou récupérée. Ce soir-là, alors que Jasmine était assise à côté des incubateurs des jumeaux, regardant leur minuscule poitrine monter et descendre, elle reçut un coup final. L'examen de ses privilèges hospitaliers était terminé. Ses qualifications chirurgicales ont été suspendues dans l'attente d'une évaluation plus approfondie des préoccupations récentes. Sans privilèges hospitaliers, elle ne pouvait pas pratiquer la neurochirurgie, mettant ainsi fin à sa carrière, à moins que la suspension ne soit annulée. Pour la première fois depuis le début de l'incident, Jasmine pleura ouvertement, ses larmes tombant sur l'incubateur d'Olivia alors que les conséquences s'abattaient sur elle. Elle s'est opposée à la discrimination et a tout perdu, sa carrière, sa sécurité financière, sa réputation professionnelle et presque sa santé et ses bébés. Marcus la trouva là, les épaules tremblantes de sanglots silencieux. Il s'agenouilla à côté de son fauteuil roulant, prenant ses mains dans les siennes. « Il est peut-être temps d'envisager leur offre de règlement », suggéra-t-il doucement. « Pour le bien de la fille, nous nous sommes battus avec acharnement, mais ils ont truqué tout le système. Nous ne pouvons pas battre des ressources et une influence illimitée. Le combat leur avait presque tout coûté. Il était peut-être temps de sauver Jasmine, parfois les défis les plus efficaces au pouvoir viennent de l'intérieur, même de la structure du pouvoir elle-même. » Après le départ du docteur Mitchell, Marcus a révélé un autre détail important. Le gendre du docteur Mitchell, Jeffrey Barnes, est le nouveau chef de la division des droits civiques du ministère de la Justice. Elle a mentionné qu'il était très intéressé par les cas de responsabilité des entreprises. Cette nuit-là, alors que Jasmine examinait attentivement les preuves qu'il ne pouvait pas distribuer légalement, elle a commencé à formuler une stratégie qui pourrait accomplir ce que les approches juridiques conventionnelles ne pouvaient pas faire. Le système était peut-être corrompu, mais il n'était pas monolithique, et United avait négligé le pouvoir des réseaux médicaux et l'influence des actionnaires. Pour la première fois depuis son entrée à l'hôpital, Jasmine a dormi sans cauchemar de défaite. Le centre de naissance privé adjacent au Massachusetts General Hospital assurait à la fois la sécurité médicale des jumeaux prématurés et une intimité absolue pour la succession de visiteurs distingués qui sont arrivés au cours des 3 jours suivants. Pour les observateurs extérieurs, il s'agissait d'appels de courtoisie adressés à un collègue respecté ayant des nouveau-nés. En réalité, Jasmine orchestrait le pivot stratégique le plus important de toute l'épreuve. Le docteur Eleanor Mitchell a présenté des membres clés du conseil d'administration de l'hôpital, des personnalités influentes dont les relations couvraient les soins de santé, les finances, le droit et le gouvernement. Chaque visiteur a bénéficié d'une consultation médicale à huis clos où Jasmine, soucieuse de respecter la lettre de l'ordonnance de Bayon tout en violant son esprit, a partagé ses préoccupations concernant les problèmes systémiques affectant les soins aux patients dans les milieux de transport. Ses qualifications médicales ont prouvé la crédibilité du rejet de sa demande en justice. Lorsqu'elle a expliqué en détail comment la prééclampsie induite par le stress avait menacé la vie de ses jumeaux, ces personnes influentes, dont de nombreux parents eux-mêmes, ont réagi avec une véritable indignation. Bernard Watkin, président d'Eastland Financial Group, est arrivé tard mardi soir, après le départ de la plupart des visiteurs. En tant que l'un des plus grands actionnaires institutionnels d'United, contrôlant près de 8% des actions de la compagnie aérienne, son intérêt pour les préoccupations de Jasmine en matière de soins aux patients revêtait une importance particulière. Une information troublante, a commenté le Dr Williams après leur discussion d'1 heure. En particulier du point de vue de la gestion des risques, ces pratiques représentent un risque important en termes de responsabilité et de préjudice potentiel à la réputation. En tant que fiduciaire responsable envers nos investisseurs, j'ai l'obligation de remédier aux défaillances de gouvernance de cette ampleur. Ces mots soigneusement choisis reconnaissaient les contraintes de l'ordre de Bayon tout en communiquant clairement son intention d'agir en fonction de ce qu'il avait appris. Je comprends que certaines complexités juridiques empêchent des discussions plus larges à l'heure actuelle, a-t-il poursuivi.
Cependant, notre assemblée générale trimestrielle des actionnaires aura lieu demain. Les questions de gouvernance du conseil d'administration sont toujours des sujets appropriés pour de tels forums.